Le soleil matinal projetait de longues ombres à travers le complexe d'entraînement des Navy Seals à Coronado, en Californie. Parmi les dizaines de guerriers d'élite se préparant pour une nouvelle journée éprouvante, une silhouette se déplaçait différemment des autres. Il ne portait pas de bande nominative, pas d'insigne de grade, et ne parlait que lorsque c'était absolument nécessaire. Les autres, s'il l'avaient surnommé fantôme, non pas parce qu'il était invisible, mais parce qu'il semblait exister dans un monde entre les vivants et les morts. Marcus Chen observait cet opérateur mystérieux depuis des semaines. En tant que chef d'équipe SEAL chevronné avec 12 ans de service, Marcus pensait avoir vu tous les types de guerriers que la Navy pouvait produire. Mais cet homme était différent. Pendant les exercices d'entraînement, il apparaissait exactement là où il devait être, effectuait des tirs impossibles qui défiaient la logique, puis se fondait à nouveau dans le décor comme si rien ne s'était passé. Le fantôme ne mangeait jamais aux messes avec les autres. Il ne participait jamais aux conversations du soir sur les missions, la famille ou les projets d'avenir. Lorsque l'entraînement se terminait, il disparaissait dans un coin isolé de la base où il avait installé un champ de tir de fortune. Là, sous le couvert de l'obscurité, Marcus apercevait parfois des éclairs de bouches de canon et entendait les détonations murmurantes de fusils équipés de silencieux. Un soir, la curiosité l'emporta finalement sur Marcus. Il s'approcha de la zone isolée où Fantôme s'entraînait, se déplaçant prudemment dans les ombres. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Dans l'obscurité complète, sans équipement de vision nocturne, Fantôme atteignait systématiquement des cibles à des distances qui auraient dû être impossibles. Chaque tir était précis, calculé et mortellement silencieux. Les cibles n'étaient pas des silhouettes militaires standards. C'étaient des photographies, des dizaines d'entre elles épinglées à des arbres et des poteaux à des distances variées. Marcus plissa les yeux dans l'obscurité et sentit son estomac se contracter. Les visages sur ces photographies n'étaient pas aléatoires. C'étaient des terroristes connus, des criminels de guerre et des ennemis de l'État. Certains avaient des croix rouges dessinées dessus. Alors que Marcus observait dans un silence stupéfait, Fantôme exécutait méthodiquement sa routine. Un tir, une cible, une élimination confirmée dans son esprit. La précision était inhumaine, presque surnaturelle. Chaque balle trouvait sa marque avec une certitude mathématique. Comme si Fantôme pouvait voir à travers l'obscurité et calculer la vitesse du vent, l'humidité et la trajectoire sans aucun instrument. Fantôme s'arrêta soudainement et se tourna directement vers la cachette de Marcus. Leurs regards se croisèrent dans l'obscurité, et Marcus eut l'impression de regarder dans les profondeurs de quelque chose de bien plus ancien et plus dangereux que n'importe quel ennemi qu'il avait jamais affronté. Sans un mot, Fantôme rangea son équipement et se fondit dans les ombres, laissant Marcus seul avec plus de questions que de réponses. Le lendemain matin apporta des ordres inattendus. L'équipe de Marcus était déployée en Afghanistan pour une mission de haute priorité. Les renseignements avaient localisé un commandant taliban responsable de la coordination d'attaque contre les forces américaines. La cible était lourdement protégée, entourée de combattants loyaux et cachée dans un terrain montagneux qui rendait l'assaut conventionnel presque impossible. Alors que l'équipe se préparait au déploiement, Marcus remarqua Fantôme chargeant son équipement dans le même hélicoptère de transport. Personne n'avait mentionné de personnel supplémentaire rejoignant la mission. Lorsque Marcus questionna l'officier commandant, il ne reçut qu'une réponse vague concernant des ressources spéciales attachées à l'opération. Pendant le long vol vers leur base opérationnelle avancée, Marcus étudia Fantôme plus attentivement. L'équipement de l'homme était différent de tout ce qui était délivré par l'armée. Son fusil était un instrument de précision construit sur mesure qui ressemblait davantage à une œuvre d'art qu'à une arme de guerre. Ses vêtements étaient adaptés et modifiés d'une manière qui suggérait des années d'expérience sur le terrain et de perfectionnement personnel. Le plus troublant étaient les yeux de Fantôme. Ils contenaient une profondeur d'expérience qui parlait d'innombrables missions, de cibles innombrables et d'un niveau de responsabilité que peu d'humains pouvaient comprendre. Lorsque Fantôme regardait les photographies et les cartes de mission, il absorbait chaque détail avec l'intensité d'un prédateur étudiant sa proie. L'équipe atterrit dans un avant-poste isolé alors que le soleil se couchait derrière les pics déchiquetés des montagnes de l'Hindu-Kush. Le commandant de la base les informa sur les derniers renseignements. Le commandant taliban avait été repéré dans un complexe environ 8 miles de leur position. Le terrain était traître, rempli de points d'étranglement naturels et de positions défensives qui favorisaient l'ennemi. Alors que le briefing se terminait, Fantôme s'approcha des cartes de mission et les étudia avec une précision clinique. Il traça du doigt les routes d'approche possibles, calcula les angles et les distances, et identifia les positions de tir potentielles. Quand il parla finalement, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure,
mais chaque homme dans la pièce était suspendu à ses paroles. Il pointa à une ligne de crête qui semblait impossible à atteindre et tout aussi impossible comme position de tir. La distance jusqu'au complexe cible était de plus de 2 miles avec de multiples changements d'altitude et des facteurs environnementaux qui défieraient même les tireurs les plus expérimentés. Pourtant, Fantôme parlait avec une certitude absolue du placement des tirs, du timing et des routes d'extraction. Marcus réalisa que cette mission ne concernait pas seulement l'élimination d'un commandant taliban. Il s'agissait d'être témoin de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui remettrait en question tout ce qu'il pensait savoir sur les limites des capacités humaines. Alors que l'équipe se préparait à partir sous le couvert de l'obscurité, Marcus ne pouvait se défaire du sentiment qu'il était sur le point d'assister à la naissance d'une légende. Les montagnes se dressaient devant eux comme des sentinelles silencieuses, gardant leurs secrets enfermés dans les ombres la pierre. Quelque part dans ces pics, un fantôme allait bientôt prouver que certaines légendes ne naissent pas d'histoire, mais de tirs impossibles effectués dans des circonstances impossibles par quelqu'un qui avait transcendé les limites normales de la compétence et de la détermination humaine. Fantôme vérifia son équipement une dernière fois, épaula son fusil personnalisé et s'avança dans la nuit afghane. La chasse était sur le point de commencer, et Marcus Chen était sur le point d'apprendre pourquoi certains guerriers existent dans un royaume bien au-delà du grade, du nom ou de la reconnaissance, où seuls les résultats comptent et où les légendes sont écrites dans le silence entre les battements de cœur. Les montagnes afghanes étaient impitoyables la nuit. La température descendait en dessous de zéro et l'air raréfié rendait chaque pas difficile. L'équipe de Marcus Chen se déplaçait à travers le terrain rocheux comme des ombres, mais Fantôme se déplaçait comme quelque chose au-delà de l'humain. Il semblait glisser par-dessus des obstacles que les cils devaient escalader, et naviguer dans l'obscurité comme s'ils pouvaient voir le chemin écrit dans la lumière des étoiles. 3 heures après le début de leur déplacement, l'équipe atteignit le premier point de contrôle. Selon leurs renseignements, des patrouilles ennemies balayaient régulièrement cette zone. Marcus fit signe à ses hommes de prendre des positions défensives pendant qu'ils attendaient le feu vert de leur éclaireur avancé. C'est alors qu'il réalisa que Fantôme n'était plus avec eux. La panique traversa la poitrine de Marcus. Perdre un membre de l'équipe en territoire hostile était le cauchemar de tout chef. Il était sur le point de rompre le silence radio quand une main toucha son épaule. Fantôme s'était matérialisé à côté de lui sans faire le moindre bruit. Et dans son autre main, il tenait quelque chose qui glaça le sang de Marcus. C'était un planning de patrouille taliban écrit en arabe et taché de sang frais. Fantôme avait d'une manière ou d'une autre localisé une patrouille ennemie, éliminé les gardes et récupéré leurs renseignements. Tout cela sans alerter personne de leur présence. Lorsque Marcus regarda dans les yeux de Fantôme, il ne vit aucune émotion, aucune satisfaction, juste le calcul froid d'une machine conçue pour tuer. Le planning révélait que le commandant taliban qu'il chassait avait changé d'emplacement. Au lieu du complexe marqué sur leur carte, ils rencontraient maintenant des fournisseurs d'armes dans un complexe de grottes 5 miles plus profondément dans les montagnes. Les paramètres originaux de la mission étaient inutiles. Ils devraient s'adapter, improviser d'une manière ou d'une autre atteindre une cible que les agences de renseignement n'avaient même pas identifiée. Fantôme étudia les documents capturés avec la même intensité qu'il avait montré aux cartes de mission. Il traça de nouvelles routes à travers un territoire inexploré, calcula les changements d'altitude et les angles de tir de mémoire et identifia des points d'infiltration qui n'existaient que dans son esprit. Lorsqu'il termina son analyse, il regarda Marcus avec une expression qui transmettait une certitude absolue. L'équipe continuerait vers le complexe original comme prévu, maintenant l'apparence de suivre leur mission assignée. Mais Fantôme se séparerait et poursuivrait la vraie cible seul. C'était de la folie. Un seul homme, quelles que soient ses compétences, ne pouvait pas pénétrer profondément en territoire ennemi et éliminer une cible de haute valeur sans soutien. Marcus tenta de s'opposer, mais Fantôme était déjà en mouvement. Il rassembla son équipement, vérifia ses systèmes d'armes et se prépara à disparaître dans la nature sauvage afghane. Avant de partir, il tendit à Marcus un petit appareil qui ressemblait à une balise radio modifiée. Lorsque la mission serait terminée, il activerait le signal. Si la balise restait silencieuse après le lever du soleil, Marcus devrait supposer que Fantôme était mort et procéder à l'extraction. Regarder Fantôme disparaître dans l'obscurité était comme voir un prédateur retourner à son habitat naturel. Les montagnes semblaient l'accueillir. Les ombres se pliaient pour accommoder son mouvement, et l'air même semblait s'écarter devant son avancée. Marcus avait servi avec les meilleurs guerriers que l'armée pouvait produire. Mais Fantôme opérait à un niveau qui transcendait les limitations humaines normales. À 5 miles de là, Fantôme se déplaçait à travers un terrain qui défierait une chèvre de montagne.
Il avait abandonné tout équipement inutile, ne portant que son fusil, les munitions essentielles et les outils nécessaires pour tuer silencieusement. Son mouvement était calculé et efficace, conservant l'énergie tout en couvrant le terrain à un rythme qui défiait les conditions traîtresses. Le complexe de grottes émergeait du flanc de la montagne comme la bouche d'une bête ancienne. De multiples entrées et positions défensives rendaient l'assaut conventionnel impossible. Fantôme passa 1 heure à étudier la disposition, à identifier les schémas de patrouille et à localiser la position de tir optimale. Les mathématiques de la mort devaient être parfaites. Un tir, une opportunité et des dizaines de variables qui pouvaient transformer la précision en échec. Il sélectionna une position sur une ligne de crête opposée à près d'1 mile et demi des entrées des grottes. L'angle de tir l'obligeait à tenir compte de changements d'altitude extrêmes, de vents transversaux qui variaient selon l'altitude et de conditions atmosphériques qui affecteraient la trajectoire de la balle de manière que peu d'humains pouvaient calculer. Pourtant, Fantôme installa son équipement avec la confiance de quelqu'un qui avait accompli des miracles similaires d'innombrables fois auparavant. À travers la lunette de son fusil, Fantôme observait les allées et venues autour du complexe de grottes. Des gardes armés se déplaçaient selon des schémas prévisibles. Des fournisseurs d'armes arrivaient avec des colis suspects. Et quelque part au fond de ces grottes, sa cible menait des affaires qui coûteraient des vies américaines si on les laissait continuer. Alors que l'aube approchait, la patience de Fantôme fut récompensée. Le commandant taliban émergea de l'entrée principale de la grotte, entouré de gardes du corps et engagé dans une conversation animée avec ses fournisseurs. La distance était extraordinaire. Les facteurs environnementaux étaient difficiles, et la fenêtre d'opportunité ne durerait que quelques secondes. Fantôme contrôla sa respiration, calcula les ajustements finaux à sa lunette et se prépara à effectuer un tir qui serait discuté dans des conversations murmurées pendant des années. Dans la lumière croissante de l'aube, les légendes naissent non pas d'histoires, mais d'exploits impossibles accomplis par ceux qui existent au-delà des limites normales de la capacité humaine. Le réticule se posa sur sa cible et le doigt de Fantôme trouva la gâchette. Le tir résonna à travers les vallées montagneuses comme le tonnerre d'un ciel clair. De près d'1 mile et demi de distance, la balle de Fantôme traversa des courants d'air changeants, par-dessus des pics déchiquetés, et trouva sa marque avec une précision chirurgicale. Le commandant taliban s'effondra instantanément, ses gardes du corps tournoyant dans la confusion alors qu'ils essayaient d'identifier une menace qui semblait venir de nulle part. Fantôme ne s'arrêta pas pour admirer son travail. Au moment où sa cible tombait, il démontait déjà sa position et se préparait à bouger. En territoire hostile, rester au même endroit après avoir tiré était un suicide. Les forces ennemies trianguleront sa position en quelques minutes et les montagnes deviendraient un terrain de chasse avec lui comme proie. La balise de signal s'activa automatiquement, envoyant une brève impulsion qui confirmait le succès de la mission à l'équipe de Marcus Chen à 5 miles de là. Marcus sentit son radio vibrer avec le message codé et éprouva un mélange de soulagement et d'émerveillement. Fantôme avait accompli quelque chose que les stratèges militaires auraient jugé impossible. Et il l'avait fait seul dans des conditions qui défiaient les limites de l'endurance humaine. Le complexe de grottes explosa dans le chaos alors que des combattants ennemis se déversaient de multiples entrées, armes prêtes et voix élevées dans la colère. Il savait que quelqu'un avait effectué un tir impossible d'une distance impossible. Et il ne se reposerait pas avant d'avoir trouvé le tireur responsable de l'élimination de leur chef. Fantôme se déplaçait à travers les montagnes comme de la fumée, utilisant les caractéristiques du terrain et la couverture naturelle pour masquer son mouvement. Ses années d'expérience lui avaient appris que l'extraction réussie nécessitait des compétences différentes de l'infiltration réussie. Maintenant, il était chassé par des dizaines de combattants qui connaissaient intimement ces montagnes et n'avaient rien à perdre. La poursuite commença en quelques minutes. Des combattants talibans se déployèrent sur le flanc de la montagne selon des schémas de recherche organisés, communiquant par réseau radio et signaux de la main. Ils se déplaçaient avec la confiance de chasseurs sur un terrain familier, certains qu'aucun opérateur étranger ne pouvait s'échapper à travers un terrain qu'ils contrôlaient depuis des années. Ils sous-estimaient le fantôme qui avait appris à se déplacer entre les mondes des vivants et des morts. Pendant 3 heures, le jeu mortel de cache-cache se poursuivit à travers un terrain traître. Fantôme apparaissait brièvement sur une ligne de crête, permettant à ses poursuivants de l'apercevoir avant de disparaître à nouveau. Chaque observation les attirait plus loin de leur base et plus profondément dans des zones où sa connaissance du terrain lui donnait des avantages tactiques. Alors que le soleil montait plus haut, les chasseurs devinrent les chassés. Fantôme commença à éliminer systématiquement ses poursuivants en utilisant des méthodes qui ne laissaient aucune trace de sa présence. Un couteau dans l'obscurité ici. Un tir silencieux d'un angle impossible là.
Et soudain, les groupes de recherche talibans se retrouvèrent face à un ennemi qui semblait exister dans plusieurs endroits simultanément. L'effet psychologique fut dévastateur. Des combattants endurcis qui avaient survécu à des années de guerre commençaient à regarder par-dessus leurs épaules, à sursauter aux ombres et à se demander s'ils poursuivaient un homme ou quelque chose de surnaturel. Fantôme était devenu plus qu'un simple soldat ennemi. Il était devenu une force de la nature qui retournait leurs propres montagnes contre eux. Lorsque le dernier combattant taliban tomba, le silence revint dans les montagnes afghanes. Fantôme se tenait seul parmi les pierres et les ombres. Chaque ennemi éliminé avait été un être humain avec une famille, des rêves et des croyances. Le poids de cette responsabilité ne le quittait jamais, quelle que soit la justesse de sa cause. Le signal d'extraction arriva alors que le soleil commençait sa descente vers les pics occidentaux. L'équipe de Marcus Chen avait terminé leur mission de diversion et se préparait à quitter la zone. La radio de Fantôme crépita avec des coordonnées codées pour le lieu de récupération. L'extraction par hélicoptère se déroula sans incident, mais le vol de retour vers la base était rempli de tensions tacites. L'équipe de Marcus Chen était assise dans un silence stupéfait, traitant ce qu'ils avaient été témoins. Fantôme occupait un siège dans un coin, son fusil personnalisé sécurisé à côté de lui, regardant le paysage afghan comme s'il mémorisait chaque détail. Lorsqu'ils atterrirent à la base opérationnelle avancée, Fantôme disparut avant que les rotors ne cessent de tourner. Pas de débriefing, pas de rapport de mission, pas de reconnaissance de ce qui s'était passé dans ces montagnes. Au moment où Marcus avait sécurisé son équipement, c'était comme si Fantôme n'avait jamais existé. La mission n'eut officiellement jamais lieu. La mort du commandant taliban fut attribuée à des conflits internes au sein des organisations terroristes. L'équipe de Marcus fut débriefée sur leur mission de diversion, mais personne ne posa de questions sur le personnel supplémentaire ou les démonstrations extraordinaires de tir. Des semaines passèrent avant que Marcus ne rencontre un nouveau Fantôme. Cela se produisit lors d'un exercice d'entraînement de routine dans une base différente où des équipes SEAL de diverses unités s'étaient rassemblées pour des simulations avancées de guerre urbaine. Marcus observait depuis le centre de commandement lorsqu'il remarqua une silhouette familière se déplaçant à travers la ville simulée avec une précision impossible. Fantôme participait à l'exercice en tant que force opposante, jouant le rôle d'une cible de haute valeur que les équipes SEAL devaient localiser et éliminer. Le scénario était conçu pour durer plusieurs heures avec plusieurs équipes coordonnant leurs efforts. Fantôme transforma l'exercice en une masterclass de tactique de guerre urbaine. Il se déplaçait à travers la ville simulée comme s'il possédait chaque bâtiment, chaque ruelle et chaque toit. Les équipes, qui s'approchaient de sa dernière position, connues ne trouvaient que des pièces vides et des preuves que leur proie avait anticipé chacun de leurs mouvements. Ghost semblait savoir où ses poursuivants seraient avant qu'ils ne décident d'y aller. Le commandant de l'exercice appela finalement à un arrêt après 6 heures de futilité. 5 équipes SEAL distinctes équipées de la dernière technologie avaient été incapables même de localiser leur cible, sans parler de l'éliminer. Fantôme avait transformé leur installation d'entraînement en son terrain de jeu personnel, démontrant des niveaux d'expertise en guerre urbaine qui réécrivaient le manuel tactique. Pendant le débriefing post-exercice, Fantôme apparut au fond de la salle comme une ombre se matérialisant de l'obscurité. Les équipes SEAL le regardaient avec des expressions allant du respect à la perplexité. Son explication fut brève et délivrée dans son murmure caractéristique. Il parla de lire les indices environnementaux que d'autres manquaient, d'anticiper les schémas de comportement humain et d'utiliser la guerre psychologique. Après le débriefing, Marcus approcha Fantôme avec des questions qui s'accumulaient depuis leur mission en Afghanistan. Qui l'avait entraîné? À quelle unité appartenait-il? Comment avait-il développé des compétences qui surpassaient tout ce qui existait dans le programme standard de l'armée? La réponse de Fantôme révéla des fragments d'une histoire qui était plus légende que biographie. Il parla de programmes noirs qui n'existaient pas officiellement, de missions menées dans des pays où l'Amérique n'avait jamais été, et de cibles éliminées par des méthodes qui défiaient les limites du possible. Son entraînement avait commencé dans l'enfance, non pas par un programme gouvernemental, mais par des circonstances qu'il avait forgées en quelque chose au-delà d'un soldat normal. La conversation eut lieu dans un coin isolé de la base, loin des dispositifs d'écoute et des collègues curieux. Fantôme révéla qu'il n'avait pas de grade officiel parce qu'il opérait en dehors des structures militaires normales. Il répondait à des autorités dont les noms n'apparaissaient sur aucun organigramme. Marcus apprit que l'équipement de Fantôme était construit sur mesure par des artisans spécialisés. Ses fusils étaient conçus selon des spécifications qui repoussaient les limites de la physique. Ces munitions étaient fabriquées pour performer dans des conditions qui défieraient les munitions militaires standards.
Mais l'aspect le plus révélateur de leur conversation fut la discussion de Fantôme sur la responsabilité. Chaque cible qu'il éliminait était soigneusement sélectionnée sur la base de renseignements prouvant que leur existence continue posait des menaces directes à des vies innocentes. Il parla de chefs terroristes dont l'élimination avait empêché des attentats, de trafiquants d'armes dont la mort avait arrêté l'acheminement d'armes vers des groupes insurgés. Chaque mission était justifiée par des calculs mathématiques de vie sauvée contre vie prise. Alors que leur conversation se concluait, Marcus comprit qu'il avait eu le privilège d'être témoin de quelque chose d'extraordinaire. Fantôme existait dans un espace entre les mondes, opérant selon des principes qui transcendaient la doctrine militaire normale. Il n'était ni héros ni méchant, mais plutôt une force de la nature qui rétablissait l'équilibre par des méthodes que d'autres ne pouvaient pas comprendre. Lorsque Marcus retourna à son unité, il portait avec lui la connaissance que les légendes marchent parmi nous, reconnaissables seulement par ceux qui savent voir au-delà du grade, du nom et de la reconnaissance. Dans les ombres des bases militaires à travers le monde, des individus extraordinaires accomplissent des missions impossibles qui maintiennent la civilisation à l'abri de menaces qui ne doivent jamais être reconnues. 6 mois après la mission en Afghanistan, Marcus Chen se retrouva déployé en Syrie où les agences de renseignement avaient identifié une nouvelle menace. Une organisation terroriste avait acquis des armes chimiques et planifié des attaques contre des populations civiles dans plusieurs pays. La complexité de la menace nécessitait des ressources qui opéraient au-delà des canaux normaux. Marcus servait comme agent de liaison lorsqu'il reçut un message crypté qui ne contenait que des coordonnées et une heure. Il reconnut immédiatement le protocole de communication. Fantôme était actif dans la région et demandait une rencontre. Le point de rendez-vous était un entrepôt abandonné dans une section dévastée d'Alep où des années de guerre avaient réduit des blocs entiers en décombres. Marcus arriva à leur spécifier pour trouver Fantôme attendant dans des ombres qui semblaient plus profondes que l'obscurité environnante. Fantôme avait l'air différent de ce que Marcus se souvenait. Des mois d'opération en territoire hostile l'avaient encore plus raffiné, éliminant tout ce qui était inutile et ne laissant que les éléments essentiels d'un prédateur parfait. Son équipement avait évolué également, incorporant des modifications qui reflétaient les leçons apprises. L'organisation terroriste qu'ils affrontaient avait appris des rencontres précédentes avec des spécialistes de la guerre non conventionnelle. Ils employaient des mesures de contre-surveillance, utilisaient des boucliers humains de manière extensive et opéraient depuis des emplacements qui rendaient les frappes militaires traditionnelles impossibles sans perte civile massive. Fantôme avait suivi le leadership de l'organisation pendant des semaines, étudiant leurs schémas et identifiant des vulnérabilités que d'autres avaient manquées. Les armes chimiques étaient stockées dans une installation sous un hôpital qui traitait des orphelins de guerre. Les chefs terroristes avaient choisi l'emplacement spécifiquement parce que toute frappe militaire entraînerait la mort de dizaines d'enfants innocents. Fantôme avait développé un plan qui éliminerait la menace tout en protégeant chaque civil dans la zone environnante. Mais cela nécessitait une précision et un timing qui poussaient même ses capacités extraordinaires à leurs limites. Le plan impliquait l'infiltration de l'installation par des systèmes de drainage qui se connectaient à des aqueducs de l'époque romaine sous la ville. Marcus se porta volontaire pour fournir un soutien, mais Fantôme déclina l'offre d'un hochement de tête. Cette mission nécessitait des capacités qui ne pouvaient être partagées ou répliquées. Une personne pourrait réussir là où plusieurs opérateurs échoueraient certainement. Fantôme disparut dans la nuit syrienne comme de la fumée se dispersant dans le vent. Marcus maintint sa position et surveilla les fréquences de communication, écoutant toute indication que la mission avait été compromise. Des heures passèrent sans contact. Fantôme se déplaçait à travers le labyrinthe souterrain comme une ombre suivant des chemins oubliés. Les tunnels sous Alep contenaient des siècles d'histoire, et Fantôme naviguait à travers eux en utilisant des cartes qui n'existaient que dans sa mémoire et une intuition qui le guidait. Les systèmes de sécurité de l'installation étaient sophistiqués. Des détecteurs de mouvement, des plaques de pression et des dispositifs d'imagerie thermique créaient des champs de détection qui se chevauchaient. Fantôme déjoua chaque système en utilisant des méthodes qui frisaient le surnaturel. Il se déplaçait entre les balayages des capteurs avec un timing mesuré en fractions de secondes. Lorsqu'il atteignit la zone de stockage des armes chimiques, Fantôme découvrit que l'organisation terroriste avait mis en place des mesures de sécurité supplémentaires. Les armes étaient protégées par des gardes qui travaillaient par paires. Les éliminer sans déclencher d'alarme nécessitait une action simultanée sur plusieurs positions. Fantôme avait apporté un équipement spécialisé pour ce scénario. Des projectiles silencieux qui délivraient des doses non létales de composés qui induisaient une inconscience immédiate, lui permettant de neutraliser les menaçants dommages permanents aux individus qui pouvaient être des participants contraints plutôt que des terroristes volontaires. Les chefs terroristes se réunissaient dans une salle de conférence directement au-dessus de la zone de stockage.
Fantôme pouvait entendre leur voix à travers les systèmes de ventilation alors qu'ils discutaient du calendrier et de la sélection des cibles. Les grands centres de population dans 3 pays étaient programmés pour des frappes simultanées dans les 48 heures. L'intervention de Fantôme empêcha une catastrophe qui aurait coûté des milliers de vies et déstabilisé une région entière. Mais ces méthodes ne laissèrent aucune preuve d'intervention extérieure. Les armes chimiques furent neutralisées en utilisant des techniques qui firent apparaître leur destruction comme accidentelle, et les chefs terroristes furent éliminés de manière qui suggérait des conflits internes. Lorsque Fantôme émergea de l'installation, l'aube se levait sur l'horizon brisé d'Alep. Il activa sa balise d'extraction et se prépara à disparaître à nouveau dans le réseau d'opérations classifiées qui nécessitait ses capacités uniques. Une autre mission impossible avait été accomplie par quelqu'un qui existait au-delà des limites normales de la structure militaire. Marcus reçut la confirmation que la menace des armes chimiques avait été neutralisée, mais les rapports officiels attribuaient le succès à la collecte de renseignements et aux forces gouvernementales syriennes. Le rôle de Fantôme dans la prévention de pertes massives ne serait jamais reconnu. Son nom n'apparaîtrait jamais dans aucun rapport d'action. 2 ans après la Syrie, Marcus Chen avait été promu Master Chief et servait comme instructeur au Naval Special Warfare Center lorsque l'événement le plus extraordinaire de sa carrière eut lieu. Cela commença par une simple cérémonie pour honorer les cils tombés, mais cela devint quelque chose que personne de ceux qui en furent témoins n'oublierait jamais. Le service commémoratif fut organisé par une parfaite matinée californienne avec des centaines de personnels de la Navy rassemblés pour rendre hommage aux opérateurs qui avaient donné leur vie au service de leur pays. Des familles, des compagnons SEAL et des dirigeants militaires formaient des rangs en uniforme d'apparat, créant une mer de médailles et de rubans qui reflétaient des années de service dévoué. Marcus se tenait avec ses collègues instructeurs, balayant la foule du regard par habitude plutôt que par nécessité. La cérémonie se déroulait selon le protocole lorsque quelque chose d'inédit se produisit. À travers l'assemblée, les cils commencèrent à tourner la tête dans la même direction, comme s'ils répondaient à un signal invisible. À l'arrière du rassemblement, partiellement dissimulée par les ombres d'un bâtiment voisin, se tenait une silhouette que Marcus reconnut immédiatement. Fantôme était apparu pour le service commémoratif, portant toujours pas de bande nominative ni d'insigne de grade, existant toujours dans l'espace entre les mondes que peu pouvaient comprendre. Ce qui se passa ensuite défia chaque protocole de la tradition militaire. Un par un, en commençant par les cils les plus hauts gradés présents, les opérateurs commencèrent à saluer dans la direction de Fantôme. Le geste se propagea à travers les rangs comme des ondulations à travers l'eau jusqu'à ce que des centaines de guerriers d'élite rendent hommage à quelqu'un qui officiellement n'existait pas. L'amiral Richardson, l'officier le plus haut gradé présent, remarqua la démonstration sans précédent et suivit la direction des saluts. Lorsqu'il aperçut Fantôme, l'expression de l'amiral passa de la confusion à la compréhension puis à quelque chose qui approchait la crainte révérentielle. Sans hésitation, l'amiral Richardson leva sa propre main en salut, honorant une légende qui transcendait la hiérarchie militaire normale. Les familles des cils tombés furent témoins de cette démonstration extraordinaire sans comprendre toute sa signification. Ils virent des centaines des guerriers les plus élites de l'Amérique rendre hommage à une silhouette mystérieuse qui semblait incarner tout ce pourquoi leurs proches avaient combattu. Fantôme accepta les saluts avec la dignité de quelqu'un qui comprenait le poids de l'honneur qui lui était montré. Il resta immobile pendant plusieurs minutes, permettant à chaque personne présente de reconnaître son service à sa manière. Puis, aussi silencieusement qu'il était apparu, il commença à se fondre dans les ombres. Mais la cérémonie n'était pas terminée. Alors que Fantôme se préparait à partir, quelque chose d'encore plus remarquable se produisit. De quelque part dans la foule, une voix cria « Fantôme !» et d'autres se joignirent jusqu'à ce que des centaines de cils reconnaissent quelqu'un dont ils ne connaissaient pas le vrai nom, mais dont ils portaient tous la légende. Le son résonna sur les terrains commémoratifs comme un cri de guerre, mais il portait des nuances de gratitude, de respect et de fraternité qui parlaient de liens forgés au combat et renforcés par le sacrifice partagé. Pendant ces quelques instants, les barrières entre la structure militaire officielle et le monde caché des opérations noires se dissolvèrent complètement. Marcus sentit des larmes se former dans ses yeux alors qu'il était témoin de la démonstration spontanée de respect pour quelqu'un qui avait à maintes reprises tout risqué pour des missions qui ne pouvaient jamais être reconnues. Fantôme avait empêché d'innombrables tragédies, éliminé des menaces qui auraient coûté des vies innocentes et accompli des tâches impossibles qui maintenaient le monde à l'abri de dangers dont il ne saurait jamais l'existence. Fantôme leva sa main en un bref salut pour reconnaître l'honneur qui lui était montré, puis se fondit dans la foule et disparut. Certains témoins affirmeraient plus tard, qui n'avaient jamais été là du tout, que l'épisode entier avait été une hallucination collective provoquée par l'intensité émotionnelle
du service commémoratif. Mais Marcus savait mieux. Après la conclusion de la cérémonie, Marcus se retrouva dans des conversations avec d'autres Seals qui partageaient des histoires similaires sur des rencontres avec fantômes. Des récits de tirs impossibles effectués dans des circonstances impossibles, de missions solo qui éliminaient des menaces trop dangereuses pour les forces conventionnelles et de quelqu'un qui opérait selon des principes qui plaçaient le succès de la mission au-dessus de la reconnaissance personnelle. Les histoires révélaient un schéma qui s'étendait sur des années et à travers de multiples théâtres d'opérations. Fantôme avait été actif partout où les ennemis de l'Amérique posaient les plus grandes menaces, apparaissant lorsque les forces militaires conventionnelles faisaient face à des défis insurmontables et disparaissant une fois que des objectifs impossibles avaient été atteints. Les analystes du renseignement qui travaillaient avec des opérations classifiées parlaient en murmures de rapports de mission qui se lisaient comme de la fiction, décrivant des opérateurs uniques qui éliminaient des cellules terroristes entières, neutralisaient des armes de destruction massive et prévenaient des conflits qui auraient pu déstabiliser des régions entières. Mais le véritable héritage de Fantôme n'était pas mesuré en ennemis éliminés ou en missions accomplies. Il se trouvait dans les vies qu'il avait sauvées par des actions qui n'apparaîtraient jamais dans les livres d'histoire, les menaces qu'il avait neutralisées avant qu'elles ne puissent nuire à des personnes innocentes, et la paix qu'il avait préservée par des méthodes qui opéraient en dehors des limites de la guerre conventionnelle. Des années passèrent, et les observations de Fantôme devinrent de plus en plus rares. Certains croyaient qu'il avait pris sa retraite, tandis que d'autres suggéraient qu'il avait été tué au combat lors d'une de ses missions impossibles. Mais les opérateurs expérimentés savaient mieux. Les légendes ne meurent pas, elles se fondent simplement dans le mythe, laissant derrière elles des histoires qui inspirent les générations futures de guerriers.